Aujourd'hui, il viendra nous entretenir dans le cadre de cette journée internationale de la solidarité que nous fêtons avec un peu de retard. Mais le thème reste d'actualité compte tenu de ce qui se passe à travers le monde. Qu'est-ce que c'est que la solidarité? Avant que M. Hida puisse s'exprimer, la solidarité, on précise humaine, peut avoir plusieurs facettes, plusieurs aspects en fonction des inspirations, des intérêts de chacun. Et le petit extrait que nous avons vu tout à l'heure, qui semblait peut-être un peu bisounours, est un fond de vérité. On dit souvent que personne n'arrive jamais seul. Cette expression veut dire quoi? Ça veut dire que si à un moment donné de votre vie, vous n'avez pas reçu le coup de pouce nécessaire, vous pouvez avoir votre projet, voir votre projet échouer. C'est ce terme solidarité qui nous relie tous les jours, particulièrement ce soir, surtout lorsqu'on sait que la communauté qui est la nôtre a l'habitude d'avoir l'impression que les gens sont unis, les gens sont solidaires, les gens savent vivre en communauté. C'est l'image qu'on nous donne lorsque nous venons ici. Mais nous savons qu'il y a encore beaucoup à faire, beaucoup à réaliser. Et je prendrai toujours cet exemple, comme nous sommes en famille, je peux en parler, de ces étudiants très brillants, hein, parce que nous avons des étudiants extrêmement brillants dans différentes universités, qui, en fin d'apprentissage, venaient voir leur professeur pour aborder de manière confidentielle un projet. Et ce qui était extraordinaire, c'est qu'ils venaient toujours seuls pour parler du même projet. Et un jour, leur professeur a dit quelque chose qui ne va pas. Il les a tous réunis, il leur a dit, mais je ne comprends pas, vous êtes si brillants. Comment se fait-il que vous n'arriviez pas à faire quelque chose ensemble? Et c'est une question qui a été posée il y a plus de 20 ans, je ne m'en cache pas, et j'avoue que la réponse se tarde toujours à venir. J'espère que ce soir, nous allons avoir des bribes de solutions par rapport à cela. Alors, bien évidemment, le docteur André devait parler spécifiquement de la liberté d'expression face aux enjeux de la solidarité et du vivre ensemble. Alors, bien évidemment, comme pour l'instant, il est le seul orateur, nous lui donnons la permission, l'occasion de s'exprimer plus longuement sur, s'il le souhaite, d'autres sujets que celui-là. Mais nous savons que celui-là est déjà très très intéressant. Voilà, à vous la parole. Merci beaucoup, Jean-Marie. D'abord, je voudrais m'excuser en double titre. Hein. Premièrement, je ne suis pas très bien, je ne suis pas dans l'importance, donc je suis un peu malade. Mais j'ai tenu absolument à être présent et honoré de ma présence, de l'invitation de mon ami Lodo Paradis, que je ne vois plus. Donc voilà. La deuxième raison tient au fait qu'effectivement, j'avais l'opportunité de m'exprimer sur un sujet spécifique. Et je pense que je vais essayer de rester sur ce sujet-là, quitte peut-être au fil de la discussion, des débats, essayer de voir si on peut brasser un peu plus large. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, parce que le thème qui m'a été proposé, que je n'ai pas choisi, mais qui m'a été gentiment proposé, c'est la liberté d'expression face aux enjeux de la solidarité et du vivre ensemble. Avant d'aborder ce sujet, je crois qu'il faut tout à fait revenir un peu sur les propos introductifs de notre ami Jean-Marie, pour revenir sur la notion de solidarité. Alors, c'est une notion qui est extrêmement, je dirais, bien connue. Chacun ici pense avoir une certaine opinion de cette notion-là. Et donc, on peut penser que chacun a une notion relativement, une représentation relativement claire, relativement compréhensible de la notion de solidarité. Mais entre le fait que la plupart des gens pensent qu'ils connaissent cette notion et la réalité de la notion, quelquefois, il y a un petit monde de différence. En philosophie, la solidarité est un concept
qui rentre dans le cadre de la morale, de ce qu'on appelle la philosophie morale. C'est-à-dire que c'est l'expression d'une forme de connivence entre les êtres humains qui va au-delà de la simple amitié, au-delà de la simple dimension du don. C'est quelque chose qui fait en sorte que, indépendamment de ce qu'on a à faire comme devoir ou de ce qu'on a comme obligation, on est d'une certaine manière spontanément tenu, parce qu'on est un être humain, on est spontanément tenu à donner de sa personne, à donner de soi pour pouvoir être relié aux autres personnes. Et donc, de ce point de vue, il est courant de dire que la communauté africaine est une communauté qui, par définition, a pour principale valeur la solidarité. Et ça vaut évidemment pour l'Afrique, ça vaut aussi pour la diaspora africaine qui est ici en Belgique. En tout cas, c'est l'idée qu'on en a. Mais il est clair que, je pense que Jean-Marie avait raison de nuancer, il est clair que entre cette représentation que l'on peut avoir de la fidélité des Africains à la solidarité et la réalité, là aussi il y a un petit monde de différence. Je crois qu'aujourd'hui, le fait que l'Afrique soit rentrée dans la modernité a fait en sorte que la tradition qui était fondamentalement basée sur la solidarité est en train de perdre progressivement un peu de sa valeur, un peu de sa réalité. Et donc, c'est le choc entre la tradition et la modernité qui fait en sorte qu'effectivement, il y a une remise en question, ou en tout cas, il y a une sorte d'appropriation nouvelle de la notion de solidarité en Afrique. Je pense que cela vaut également pour la diaspora africaine en Belgique. Je vais essayer d'en dire un mot, en particulier au niveau de la communauté. Alors, ce qui peut être intéressant de ce point de vue, c'est de dire que dans la modernité, notamment la modernité occidentale, on a pensé aussi et beaucoup à cette notion de solidarité. On y a pensé de telle sorte que, contrairement en Afrique, on l'a structurée. Alors la solidarité, quand on en parle ici en Occident, en tout cas en Europe, et Obama essaie de le faire un peu aux États-Unis, c'est de structurer tout ce qui est autour de la sécurité sociale. Ce qui fait que toute la société se prend en charge, de telle sorte qu'on ne puisse pas être sur le côté des personnes qui seraient les plus fragiles, les plus démunies, ou en tout cas les mieux instruits. Ça, c'est la représentation de la notion de solidarité. Et c'est structuré, et c'est ça qui fait d'une certaine manière la force des sociétés européennes. Alors, on pourrait peut-être aussi en déduire que, parce que la société est structurée autour de la solidarité, parce qu'elle est systématisée autour de la solidarité, il se trouve malheureusement que du point de vue strictement individuel, les gens ont perdu cette notion de solidarité, puisqu'on estime tout de suite qu'on n'a pas à être solidaire vis-à-vis de l'autre, puisque l'État s'en occupe, puisque l'État-providence, c'est même là la naissance de l'État-providence, c'est-à-dire que l'État prend en charge la solidarité des individus. Donc, d'une certaine manière, l'individu n'a pas à prendre en charge les difficultés des autres. À l'inverse, en Afrique, comme il n'y a rien, eh bien, on a pensé qu'il était tout à fait normal et même tout à fait spontané de pouvoir justement travailler sur les notions de solidarité, et que depuis la tradition, jusqu'au même au niveau de différentes formes de modernisation de cette tradition, on se rend bien compte qu'effectivement, il faut rester solidaire. Et ce qui fait que, ça c'est une particularité par exemple d'un pays comme le Cameroun, vous avez des hommes publics qui ont une certaine dimension, une certaine surface, qui souvent gèrent des budgets relativement importants, et bien, qui ont souvent, en tout cas jusqu'à une certaine époque, puisque maintenant ça commence à changer un petit peu, qui ont eu un usage un peu patrimonial des biens publics. C'est l'idée que si vous êtes nommé directeur général d'une société, si vous êtes nommé ministre, l'usage que vous faites du budget est quelque chose qui relève du patrimoine et vous pouvez en dispenser plus ou moins comme vous voulez. Et là, vous pouvez commencer à activer tous les leviers qui sont liés à la solidarité. Et d'une certaine manière, sans même qu'on le veuille, l'État en Afrique, l'État moderne, a été construit, a été développé dans cette logique-là. Ce qui fait qu'on avait affaire à un État patrimonial, comme on dit un peu en sciences politiques africaines. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, il y a quelques éléments qui me semblent relativement intéressants à dégager quand on parle de solidarité. Alors, si on veut s'intéresser à la solidarité par rapport à la notion de vivre ensemble,
C'est à peu près ce que je viens de dire. C'est-à-dire que la solidarité n'a de sens qu'à partir du moment où on est dans une communauté, qu'à partir du moment où on est impliqué dans un collectif. Ça n'a pas beaucoup de sens dans la mesure où on s'exprime en termes strictement individuels, ou bien on commence à penser en termes individuels. Alors, le problème est beaucoup plus délicat quand on commence à s'intéresser à la notion de solidarité dans le vivre ensemble du point de vue de la liberté d'expression. Et c'est le sujet qui m'a été proposé. La question est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce qu'on a d'une certaine manière la définition de la notion de liberté publique. C'est quoi la liberté publique? C'est quoi la liberté d'expression publique? Eh bien, c'est l'idée que tout citoyen est capable, peut, à la volonté, à la faculté de s'exprimer, d'écrire et de publier tout ce qui relève de son opinion personnelle. Et donc, le principe, c'est celui-là. On peut tout dire, on peut tout écrire, on peut tout penser, et le publier, le communiquer. Ça, c'est le principe. Et le principe est même acté par toute une série de structures juridiques, hein, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens en France, ça c'est dans son article 11, et même dans la Constitution belge, dans l'article 19, il est clairement établi que la liberté d'expression est une liberté qui doit être garantie par la Constitution de l'État. Alors, évidemment, c'est une définition qui a ses propres limites. C'est-à-dire que le fait de pouvoir exprimer son opinion à sa guise ne signifie pas qu'on peut tout dire, qu'on peut tout faire. Donc il y a évidemment des limites. Les limites les plus courantes, je ne veux pas les énumérer parce qu'il y en a beaucoup, sont celles qui sont en fait interdites par la loi. La loi dit par exemple qu'on ne peut pas tenir des propos diffamatoires à l'égard d'un individu, même si vous pensez que cet individu n'a pas, de votre point de vue, le mérite qu'il prétend avoir, vous ne pouvez pas le diffamer. Vous ne pouvez pas non plus tenir des propos injurieux à l'égard d'un individu. Vous ne pouvez pas tenir des propos qui sont liés à l'incitation à la haine raciale, par exemple, ou à la haine religieuse, par exemple. Vous avez toute une série de limites comme ça qui sont posées autour de la notion de liberté d'expression. Et donc, la réalité, c'est qu'une fois qu'on a une bonne conception de la liberté d'expression et qu'on veut maintenant la mettre en œuvre, les choses paraissent un peu difficiles. Et donc, on a beaucoup de mal par rapport à ça. En fait, si vous voulez, la situation devient plus compliquée quand vous êtes obligé de dire que dès lors que vous tenez une opinion quelconque, vous avez tendance à troubler la cohésion sociale. Si vous tenez un propos quelconque, je ne vais pas prendre un exemple concret, le simple fait de tenir ce propos provoque de la discorde, provoque des tensions au sein de la société. Et donc ça c'est un problème. Et tout le monde a à l'esprit, je pense, au minimum 2 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est la problématique des caricatures qui ont été publiées par Charlie Hebdo. Je pense que tout le monde a ça à l'esprit, et je me permets de prendre un peu de temps pour analyser ce phénomène, parce que c'est un phénomène assez particulier, et d'abord il est intéressant en lui-même parce qu'il nous renseigne un peu sur la manière dont on peut concevoir justement la notion de solidarité, mais surtout, il nous renseigne fondamentalement sur la façon dont les sociétés elles-mêmes conçoivent et gèrent la problématique de la solidarité. Et quand je parle de société, je parle pas seulement de sociétés occidentales, parce que c'est vrai, elles sont les premières concernées, mais je parle de l'ensemble de la société mondiale. Parce que si vous voyez très bien, cette affaire a provoqué une onde de choc international. Il n'y a pas de compartiment dans le monde, il n'y a pas de région du monde qui a été affectée par ce phénomène-là. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les caricatures qui ont été publiées par Charlie Hebdo? Il y a d'abord le fait que ce n'est pas Charlie Hebdo qui invente les caricatures. C'est une simple reprise des caricatures qui ont été publiées au Danemark, je pense. Et donc, il les reprend, il les publie. Tout de suite, il y a un effet de bouclier, parce que la plupart des musulmans considèrent qu'on ne peut pas se moquer de Mahomet. On ne peut même pas se représenter la figure du prophète Mahomet. À forte raison, s'en moquer.
Donc il y a un levé de bouclier de la part de la plupart des organisations qui sont liées au culte musulman en France. Et il y en a quelques-unes, et elles ont une certaine importance. Elles sont très bien organisées, elles sont structurées, elles sont financées, et elles ont une certaine opinion, et elles ont un certain relais. Ce qui n'est pas le cas de certaines organisations ici en Belgique. Et donc, il y a eu un effet de bouclier. Donc, il y a une dénonciation au niveau médiatique qui a été relativement importante. Ensuite, il y a eu des manifestations qui ont été organisées. Il y a eu même une plainte qui a été déposée. Donc, il y a eu un procès qui a eu lieu par rapport à ça. Un procès d'ailleurs qui est resté célèbre parce qu'il y a, à l'occasion de ce procès, on a vu des hommes politiques comme Sarkozy soutenir Charlie Hebdo, alors qu'habituellement, c'était chien et chat. Et donc, si vous voulez, voilà ce qui s'est passé dans un premier temps. J'aurais tort de ne pas mentionner le fait qu'il y a également eu un cocktail molotov qui avait été lancé dans les locaux de Charlie Hebdo à cette époque-là. Donc, vous voyez, il y a une réaction multiple, simplement liée à la publication de ces caricatures-là. Une réaction d'ailleurs d'autant plus forte que ce qu'on a vu en France, on ne l'a pas vu au Danemark, où les caricatures ont pour la première fois été publiées. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, la sensibilité de la société française est assez particulière par rapport à ce phénomène-là. Et c'est surtout parce que, je pense que tout le monde le sait, la religion musulmane est la deuxième religion de la France. Et donc, c'est quelque chose qu'on ne peut plus traiter comme étant relativement marginal. Il y a eu ce premier phénomène. Et donc, ensuite, ce qui nous intéresse le plus, je pense, c'est qu'on a vu une espèce de solidarité se dégager autour de cette... non pas simplement des caricaturistes, mais à la fois des caricaturistes, à la fois des dessinateurs de Charlie Hebdo, mais également de l'autre côté, de ceux qui étaient tout autour de la communauté musulmane, ou bien qui se revendiquaient comme étant liés à cette communauté, ou bien comme ayant avec eux une espèce de communauté d'appartenance. Donc on a vu en fait deux camps s'opposer. Mais à l'intérieur de chaque camp, il y avait une énorme solidarité. Donc vous voyez, on peut avoir affaire à deux solidarités qui s'affrontent. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui détermine la notion de solidarité? C'est d'abord les intérêts que chacun a par rapport à cette question-là. Donc cela signifie que la notion de solidarité n'est pas une notion qui est définitivement déterminée ou définie. Elle est toujours fonction des enjeux, elle est toujours fonction des intérêts qui ont cours, sur lesquels les gens travaillent. Et donc, voilà, on a affaire à deux solidarités qui s'affrontent, et il y a une accélération de l'histoire. C'est avec les attentats de Charlie Hebdo. Je ne veux pas donner les détails, parce que tout le monde sait à peu près comment les choses se sont passées. On a vu sur toutes les coutures le film des événements. On ne va pas les rappeler ici parce que c'est pas ce qui est important. Ce qui, à mon avis, me semble intéressant, c'est de se dire que, avec cette accélération, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que, d'abord, il y a une réaction émotionnelle gigantesque autour de la solidarité vis-à-vis de Charlie Hebdo. Une émotion tout à fait compréhensible parce que la façon dont les choses se sont passées ne peut pas expliquer autre comportement que celui-là, en tout cas autre réaction que celle-là. Et donc, il y a une solidarité massive de la société française, de la société européenne, et même de la société internationale à l'égard de Charlie Hebdo et de la France. Dans le même temps, on a commencé à avoir aussi se démarquer une forme de contestation de cette solidarité, une forme de rejet, une forme de refus de cette solidarité. Donc, je dirais l'incarnation parfaite de cette solidarité, c'était, il fallait simplement que chacun puisse dire « je suis Charlie ». Donc, il y a eu des représentations, des récupérations et des transformations qui ont été faites un peu partout. Et bien donc, pour contester cette solidarité, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez affaire à des gens qui ont commencé à dire que moi, je ne suis pas Charlie. Moi, je ne suis pas Charlie, et on a commencé à voir ça se décliner de plusieurs manières. La personne qui a, à mon sens, en France en tout cas, cristallisé le plus cette anti-solidarité, eh bien, évidemment, c'est la figure de Dieudonné, que tout le monde connaît. Et Dieudonné avait dit, avait marqué sur sa page, moi je suis Charlie Coulibaly. Bon. Et comment il a expliqué son attitude? Il a dit, j'ai voulu exprimer en fait la façon dont je suis moi-même traité dans mon pays.
Donc, comme il y a une action de solidarité à l'égard d'une personne comme moi, alors que je fais un travail qui est justement lié à l'expression, à la liberté d'expression, eh bien, j'exprime ce que je ressens moi-même dans le pays. Alors, la réaction n'a pas tardé, évidemment, dans ce qu'on appelle la biodosphère, mais surtout en dehors, dans les réseaux sociaux, il y a eu des camps qui ont commencé à se constituer, à s'affronter, les pour et les contre. Ce qui est intéressant ici à observer, c'est la réaction de l'État, la réaction de l'État français. C'est le ministre de l'Intérieur lui-même, Bernard Cazeneuve, qui a lancé l'initiative d'une plainte contre, d'abord qui a commencé par stigmatiser les propos de Dieudonné, ensuite qui a lancé l'initiative d'une procédure judiciaire. Pour quel crime? Alors on pourrait penser que Dieudonné s'exprime là, et il a tout à fait le droit de pouvoir s'exprimer sur cette question, eh bien, on lui signifie que non. Pourquoi? Parce qu'il est accusé de ce qu'on appelle apologie du terrorisme. Il faut savoir que l'apologie du terrorisme fait partie, je dirais, des limites à la liberté d'expression. Comme, par exemple, aussi l'apologie je dirais, des formes de discours incitant à la haine. C'est la même chose. Y compris à la haine religieuse. C'est interdit. Et donc, il est tombé sous le coup de cette loi, et évidemment, il a été mis en garde à vue, mis en examen, et puis je crois qu'il y a un procès qui va se tenir. C'est d'ailleurs intéressant de voir comment les choses vont se passer, et quel sera l'exposé des motifs qui sera présenté par le procureur qui va instruire cette affaire. Ce que moi je voudrais dégager simplement, c'est de voir comment les choses se sont construites, et comment simplement sur la base d'une chose qu'on peut considérer comme, je dirais, relativement normale, on va commencer par se mettre en place, je dirais, les limites, ou en tout cas les frontières de ce qui est acceptable et de ce qui n'est pas acceptable. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été choqués par le fait que Dieudonné ait été mis en garde à vue et qu'il fasse l'objet d'un procès. Alors, de manière tout à fait spontanée, ils ont voulu se montrer solidaires de Dieudonné. Et vous avez également, en dehors de Dieudonné, au niveau de la scène internationale, des réactions qui ont été relativement importantes, où les gens ont contesté toute cette solidarité vis-à-vis de Charlie Hebdo. Vous avez des pays comme le Niger, pays africain comme au Niger, il y a eu une manifestation où les gens ont brûlé le drapeau de l'État français. C'est le cas aussi dans d'autres pays du Moyen-Orient et surtout du Proche-Orient. Et donc, la solidarité n'était pas tout à fait universelle de ce point de vue-là. Voilà. Donc ça, c'est une chose qui, à mon avis, peut nous éclairer d'une certaine manière. Ce qui est intéressant aussi à observer, c'est de voir comment cette affaire a été traitée en Belgique. C'est ce que j'appelle l'importation du problème en Belgique. Alors, vous voyez tout de suite, au niveau de l'importation de ce problème en Belgique, la solidarité a suivi, vous avez vu, les hommes d'État, entre guillemets, ou le ministre belge, sont tous, pour la plupart, se sont rendus à la manifestation à la place de la République. Le Premier ministre était présent, certains ministres étaient présents, même le ministre président du gouvernement, ou alors était présent aussi. Donc il y a une espèce d'adhésion, et tous les médias ont suivi, il y a une espèce d'adhésion par rapport à ce phénomène-là. Les réactions opposées à cette solidarité n'ont pas été très fortes en Belgique. On n'a pas senti, un peu comme en France, autour de Dieudonné, on n'a pas senti de position forte ou nette par rapport à ce phénomène-là. Au contraire, on a senti qu'il y avait une espèce d'unanimisme par rapport à cette solidarité. Et puis il y avait évidemment aussi un relais au niveau des dispositifs sécuritaires qui a d'ailleurs conduit à la traque et à la neutralisation de certains terroristes, même s'ils n'avaient aucun lien direct avec nos amis, mais qui ont quand même effectivement essayé de montrer qu'il y a une espèce de solidarité sur le plan purement sécuritaire. Alors, ce que moi je voudrais dire, c'est que, si vous voulez, quand on est dans ce type de situation, ce qui est important, c'est peut-être quelques idées que je veux dégager comme réflexion. D'abord, c'est de se dire, la liberté d'expression, d'accord,
mais dans le cadre strict du respect de ce que dit la loi. On ne peut pas exercer sa liberté d'expression si on ne respecte pas la loi. Alors, il y a effectivement la loi, mais il y a surtout, autour de la loi, il y a la morale. Et la morale n'est pas quelque chose qui se décide uniquement en fonction des considérations juridiques. Quelquefois même ça dépasse l'ordre purement juridique. Donc il faut pouvoir aussi se dire, j'exerce ma liberté d'expression, mais je veux le faire en conformité avec ce que me dictent mes valeurs, ce que me dictent mes convictions. Je ne le fais pas comme ça uniquement parce qu'il faut respecter la loi. Bien sûr par rapport à la loi, mais surtout par rapport à la morale. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose qui, à mon avis, peut être intéressante, c'est de se dire, avec ce phénomène-là, tout le monde va pouvoir que les structures juridiques et même sociales ont commencé à être extrêmement sécuritaires. Et donc, il faut être capable aussi de dire non à la restriction de ma liberté individuelle, même si c'est dans un contexte qui est relativement justifié. Il faut pouvoir refuser le fait qu'on puisse restreindre la liberté individuelle uniquement parce qu'il y a eu ces attentats. Il faut pouvoir le dire, il faut pouvoir le défendre. Ça, c'est une deuxième chose. Et peut-être une troisième chose, c'est de se dire, en fait, entre la première chose que je viens de dire et la deuxième chose, il y a peut-être un point d'équilibre à trouver, qui sera une sorte de compromis un peu à la belge qu'on pourra trouver. À mon avis, c'est peut-être ça qui pourrait être la voie de l'intelligence, la voie de la raison peut-être. Alors, ça sera peut-être mon dernier propos, c'est de se dire que une fois qu'on a compris cela, on doit apprendre même à utiliser cette intelligence de la solidarité et à la mobiliser chaque fois qu'on a un membre de la communauté ou une partie de la communauté qui est attaquée, qui est harcelée, qui est mise en difficulté. On doit pouvoir spontanément se mettre en mouvement pour défendre les intérêts de la communauté, intérêts entre guillemets, pour défendre le sens de la communauté que nous avons, pour défendre les valeurs que nous représentons par rapport à notre existence ici. Donc voilà les quelques éléments que je voulais partager avec vous et j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter de manière un peu plus directe. Voilà, nous vous remercions pour cette première partie d'intervention qui était un peu plus complète et très en accord avec l'actualité. Je pense que nous tirons beaucoup de choses et beaucoup de questions vont fuser par rapport à cela. Je voulais juste compléter votre propos pour que nous soyons bien clairs par rapport à ces événements-là. Il est bien évident que vous avez bien compris que tous ces actes, aussi bien en France qu'au Niger, sont tout à fait condamnables et que nous les condamnons effectivement avec la dernière énergie. Donc voilà. J'aurais voulu, je vais poser la première question, j'aurais voulu savoir s'il y avait moyen, dans la notion de solidarité, après avoir fait un tableau tout à fait général et tout à fait complet, avoir une idée de ce que ce concept peut représenter pour la communauté africaine largement représentée ici et pour une communauté africaine qui ne vit pas en Afrique. Donc, est-ce que, au-delà des événements qui nous ont tous bouleversés et encore une fois qui sont condamnables, je voudrais savoir s'il n'y avait pas des pistes de réflexion. Vous avez parlé d'organisation au niveau de l'Europe, au niveau de l'Occident. Quelles sont les pistes que nous avons pour nous organiser, pour pouvoir faire valoir une liberté collective par rapport à nos sociétés qui, comme vous l'avez dit, sont organisées de manière collective en termes de solidarité? Oui. Vous avez tout à fait raison, je pense qu'on peut se tutoyer un petit peu. Voilà, je pense que tu as tout à fait raison. Je n'ai pas beaucoup insisté sur la partie communautaire. Pourtant, elle est très importante. Et d'ailleurs, elle est d'autant plus importante qu'on voit certains de ses représentants ici. Et donc, c'est peut-être l'occasion d'en parler. Je vois Victor, je vois Annette, je vois Marie-Noël, etc. Je vois le président de la CECA qui est là. Donc, il faut en parler. Je ne crois pas que la solidarité soit la chose du moins la mieux partagée quand on parle de la communauté africaine de la diaspora. Et je pense que ça vaut pour toutes les diasporas africaines qui sont en Belgique. Mais en particularité, parlons de la communauté africaine ici à Charleroi et dans les environs immédiats. Je pense que, pour répondre directement à ta question, l'une des façons de concevoir, de structurer cette solidarité,
c'est de se dire que, alors, on ne va pas inventer la roue, hein. On ne va pas inventer la solidarité, on ne va pas inventer une manière particulière ou spécifique ou originale de travailler la solidarité. Il y a tout un réseau associatif qui existe, qui fonctionne relativement bien, malgré les difficultés qu'on peut avoir ici ou là, et qui peut être la base sur laquelle on peut s'appuyer pour organiser et structurer cette solidarité. Alors, si vous voyez très bien, c'est un réseau associatif qui je dirais, qui touche dans presque tous les secteurs qui concernent la vie sociale des individus ici. Et donc, je veux commencer par ma chapelle. Les questions de mobilité, les questions des femmes, les questions d'intégration de manière plus générale, les questions des diplômes, des équivalents des diplômes, l'information sur le statut des réfugiés. Vous avez toute une panoplie de structures qui existent et qui sont là, qui, à mon avis, peuvent être la bonne base sur laquelle on peut s'appuyer pour travailler la solidarité. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose qui, à mon avis, peut être intéressante aussi, c'est de se dire que l'existence des associations, c'est très bien, mais bon, il faut toujours en parler, mais une fédération d'associations serait en fait le bon moyen de mieux structurer cette solidarité. Et c'est un objectif qui a toujours été recherché depuis quelques années et qui n'a jamais été atteint. Et pourquoi il n'a jamais été atteint? Je crois qu'il y a sur la question peut-être la possibilité d'écrire tout un livre, hein, parce que c'est très compliqué. Dans tous les cas, c'est un objectif qu'il faut poursuivre, qu'il faut rechercher, sur lequel il faut travailler. Et voilà. Ensuite, troisième petite chose, c'est que nous avons un réseau associatif, mais nous avons aussi des individualités. Nous avons des individus qui sont porteurs de projets, qui sont souvent porteurs d'idées, mais qui malheureusement le font de manière toujours individuelle, alors qu'ils pourraient aussi partager ces idées, ces projets autour de certaines structures, de façon à faire en sorte que les idées ou les projets qui sont les plus fédérateurs soient ceux qui sont les plus mis en avant, et une fois qu'ils seront mis en avant, eh bien, en termes d'exemple, en termes de modèle, on pourrait s'en servir pour inciter les plus jeunes ou les moins instruits à suivre la trace de ceux qui sont considérés comme des modèles. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions. Je ne sais pas si nous allons commencer la première salve de questions. Voilà. Qui a une question particulière à poser? Lancez-vous, c'est quelqu'un qui a de la ressource, donc ne vous inquiétez pas. Voilà.